Cette nouvelle chronique ginéenne, il y avait un petit moment qu'on n'en avait plus fait et ça fait pas mal de temps que je vous promets que nous allons enfin parler des Ogun. Alors les Ogun, qui sont-ils? Que font-ils? Quels sont leurs buts dans la vie? Nous allons voir ça aujourd'hui, nous allons voir la genèse de cette deuxième race issue du peuple elfe. Donc vous avez vu la vidéo sur les Shadras, si pas je vous y renvoie. Maintenant nous allons parler des Ogun qui sont un peu leurs cousins. Et nous allons d'abord commencer par parler d'une personne très importante dans la société elfe de l'époque, c'est-à-dire Ogunai. Ogunai, qui est Ogunai? Eh bien, c'est une excellente question. Nous allons revoir un petit peu qui est cette personne. Je vous remets le contexte. Les elfes sont donc apparus dans la région de Sala, qui est au centre de la carte affichée à votre écran. Et ils ont été ils ont traversé une période assez compliquée qui était une guerre civile qui s'appelait la guerre des Cimes. Et en gros, il y avait en particulier trois elfes qui sont un peu sortis du lot, qui étaient Shadran, Ogunai et Akion. Nous avons déjà parlé de Shadran. Shadran qui a déprimé, qui est parti faire son émo au bord de la mer, qui a rencontré les sirènes, qui a appris le don de l'eau, qui a rameuté quelques personnes avec lui, et ils ont, mal an, ils ont fini par créer, bon an, mal an, ils ont fini par créer la race des Shadras, qui est donc une race d'êtres mi-poisson, mi-homme, qui vivent dans la mer sereine. Ogunai, qui était-il? Ogunai était un des généraux, mais en particulier le grand général qui servait Alandiel, qui est la grande prêtresse de Selendar. Selendar qui est le dieu de la vie, et elle était la chef des fils du père, donc c'est-à-dire ceux qui se révoltaient contre l'ordre en place, et Ogunai était son bras droit, c'était le général, c'était celui qui disait un peu, qui chapeautait un peu tout le truc, d'un point de vue militaire. Mais que se passe-t-il? Pourquoi doit-on parler d'Ogunai aujourd'hui? Eh bien, autant Shadran, il a déprimé, il est parti, autant Ogunai, lui, il est resté là. Il est resté là, il était très bien là, il était toujours le bras droit donc il était le premier conseiller, donc c'est-à-dire le bras droit du haut sénateur, ou dans notre cas, la haute sénatrice Alandir. Et il a aidé à relever la société elfe après la guerre des Cimes. Cependant, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. Et un jour, Ogunai arrive au travail, il vient à la pointeuse, il met sa carte dedans, il arrive à son bureau et son bureau est fermé et gardé par des soldats. Les soldats refusent de le laisser entrer. Alors, je vous laisse un peu imaginer tout de suite le coup. Vous arrivez au bureau, vous êtes un héros de guerre. Vous êtes un héros de guerre, tout le monde sait qui vous êtes, et tout d'un coup, vous avez deux pecnos devant la porte de votre bureau qui vous empêchent de rentrer et qui vous disent faut aller parler à un moment avant. Donc ça le met déjà de très mauvaise humeur dès le début. Il n'a même pas encore eu son premier café du matin, c'est compliqué. Du coup, il est mandé devant la haute sénatrice Alandiel. D'accord. Il s'y présente, il est assez furax, et Alandiel lui explique que pour le bien des elfes, il faut qu'il soit remplacé, et il est remercié. Alors il comprend pas, il commence à hurler, il dit mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Alandian lui explique un petit peu qu'il est temps pour les elfes d'abandonner les anciennes pratiques et de favoriser le renouveau, de regarder vers l'avenir, parce qu'Ogunai, malgré tout, représente un pan ancien, c'est-à-dire qu'il était général avant la guerre des Cimes, il fait partie des dinosaures de la société elfe, et il y a beaucoup de petits nouveaux qui voient ça comme une encre. Il faudrait s'en débarrasser pour que le bateau puisse aller plus loin, plus vite, plus haut, que dis-je, jusqu'aux cieux. Alors Ogunai, il en joue pas, il est pas content, il pète un câble et il part en claquant la porte. Et il décide de rentrer chez lui. Donc il a une demeure à Célandis, la capitale des elfes. Il prend ses clics et ses claques et il se barre. Alors ça tombe bien parce qu'il n'est pas que à Célandis. Sa famille était une famille très riche. Ils ont également un énorme domaine au nord. Et il décide donc de quitter la ville. Et il part vers son domaine qui est dans la crête au dragon. Il décide de partir dans son domaine, la crête au dragon, qui est donc toute cette
chaîne de montagnes à l'est de Salah. Et il s'installe dans son domaine et il décide de ne plus jamais remettre les pieds à Célandis. Il est outré, il est remplacé et son honneur est vraiment bafoué, quoi. Son honneur, son orgueil, tout ce que vous voulez. Ce qu'il y a, c'est que Ogunai était quand même un héros de guerre, donc il était très apprécié et les gens savent ce qu'il a fait. Donc il y a une énorme vague de contestation qui se soulève à Célandis. Les gens sont écœurés, la plupart sont écœurés par la décision d'Alandiel, et ceux qui sont les plus fidèles à la cause d'Ogunai, enfin qui sont, ouais c'est plus fervent, pas admirateurs, mais suivants, décident de carrément quitter la ville et s'exilent pour le rejoindre dans son domaine. Alors ça reste toujours dans le pays des elfes, hein, donc c'est pas un exil, voilà. Mais ils le rejoignent dans son domaine et décident de le servir. Alors quand je dis les plus fervents, c'est une centaine de personnes, une très grosse centaine de personnes, donc c'est pas énorme. Il y a toujours beaucoup de gens qui ouvrent leur gueule, mais il y en a très très peu qui prennent des décisions et qui prennent des actes. C'est toujours comme ça, hein, je ne montrerai personne du doigt. Donc du coup, il y a une centaine d'elfes qui se pointent dans le domaine d'Ogunai à la crête au dragon, et ils créent leur petite société. Voilà, Ogunai, il est là, bah écoutez, bienvenue. Il a un énorme domaine, il a de la place pour tout le monde, donc il y a un petit village et un petit truc qui s'installe, il y a quelque chose qui se fait sur le domaine, et au final, ça va créer vraiment une petite communauté, un petit village de 150, 200 personnes. Et l'avantage du domaine, c'est qu'il y a des champs, il y a des rivières, il y a des... c'est très proche des montagnes, donc il y a éventuellement des mines, et alors ça devient vraiment une société autonome. Ils ne remettent plus jamais les pieds avec les autres villages... les autres villages elfes. Et donc, c'est ainsi que Ogunai fut gentiment éjecté. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que autant Ogunai et ses suivants, ils créent leur petit truc et c'est sympa, autant à Célandis, il y a de plus en plus de gens qui contestent. Parce qu'auparavant, il y a eu Shadran qui est parti, maintenant c'est Ogunai, et les contestations commencent à s'élever de plus en plus fort dans la rue. Il y a des manifestations et il y a même des campagnes pour faire revenir le général parce qu'on estime que son remplaçant, un dénommé Eris, ne vaut pas la peine. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'Eris, c'est un elfe gamin, donc il a à peu près une centaine d'années. Eris, c'est un descendant des familles qui étaient dans les Immaculés. Les Immaculés, je vous rappelle, c'est ceux qui étaient à l'origine de la guerre des cimes, c'est-à-dire cette caste elfe qui s'est crue un peu au-dessus de tout le monde et qui a décidé que les autres pouvaient fermer leur gueule et faire ce qu'on leur disait. Et donc, du coup, les elfes voient ça très mal, se disent « Ouh là là, il y a le gamin d'un Immaculé qui est revenu au pouvoir, aïe aïe aïe, oui oui oui. » Eh bien, Eris, le nouveau premier conseiller, il va pas du tout les contredire et il va appliquer des méthodes qui sont vraiment parfaites. Parfaites dans la grande lignée de ses prédécesseurs. C'est un homme ambitieux, il est issu d'une famille noble, il va pas se laisser faire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il applique une justice, ma foi incisive, des jugements durs, il est sans merci, t'es pas d'accord, la porte c'est là-bas, il fout des gens en prison, il n'y a pas encore des exécutions parce que les elfes sont pas des barbares, n'est-ce pas ? Mais quiconque s'oppose à la nouvelle politique du premier conseiller se fait gentiment dégager. Et on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'Alandiel fait ça ? Pourquoi est-ce qu'Alandiel laisse faire ça ? Eh bien, Alandiel est de plus en plus effacé. Et pourquoi ? Parce que Alandiel n'est pas bête, c'est une femme très intelligente. Et c'est une politicienne aussi. Alors, c'est une prêtresse, certes, mais avec le temps, elle a appris à faire de la politique. Et elle voit bien ce qui se passe dans la société elfe, elle voit bien le mouvement des jeunes qui veulent faire leur truc, ils veulent faire leur projet, ils veulent traverser la rue et tout ça. Et elle se dit qu'il vaut mieux qu'elle s'écrase un petit peu pour rester au pouvoir, parce que cette vague de jeunes risque de la dégager. L'avantage, c'est qu'elle est jeune également. Alors chez les elfes, ils vieillissent évidemment pas comme nous, mais elle a le physique d'une femme de 25 ans, quoi. Donc il ne la voit pas encore comme une opposante, une ancienne, mais si elle fait aller sa gueule, elle risque de dégager quand même. Donc du coup, elle s'écrase un peu parce qu'elle a peur que si elle est remplacée, ça soit pire. Quand on voit ce que le premier conseiller fait, bon, alors elle essaye de tempérer les choses, mais ça exige qu'elle s'écrase un petit peu.
Et donc du coup, ça crée un climat très bizarre, puisque Eris crée une politique très agressive, Alandiel essaie de tempérer tout en laissant des trucs se passer, c'est vraiment bizarre. Et c'est à ce moment-là, dans la temporalité, que Shadran revient. Shadran, je vous rappelle, il était parti en exil, il est parti en ermite, vivre en ermite le long de la mer. Et là, il revient. Il revient et il montre ce qu'il a découvert auprès des sirènes. Il montre le don de l'eau, il montre ce que ça peut apporter aux elfes. Et donc il y a cette vague de départ. Je vous rappelle, il y a énormément d'elfes qui avaient perdu la foi en la société, en leur société à ce moment-là, et ils voient dans cette promesse de Shadran un renouveau, une manière de renouer avec la vie telle qu'ils la voyaient avant, ou d'en faire autre chose de mieux. Du coup, il y a une vague de départ, et ça ne plaît pas à Eris, qui se dit « Oh là là, le bateau coule ». Donc Shadran n'a rien fait de mal. Les gens, il est venu, il a présenté, les gens l'ont suivi, il ne peut rien faire. Cependant, les départs, ça continue à émoustiller les gens qui disent qu'il faut que Ogunai revienne. Et ça, Eris ne l'accepte pas. Et donc il décide de se débarrasser du général. Parce qu'on se dit, il y avait un général, maintenant qu'il est plus là, il y a un problème. Bah, il se dit pas, bon, on va le remettre. Non, il se dit, on retire le général. Si c'est impossible que le général revienne, il n'y a plus de problème. Et donc il va envoyer des assassins pour le faire. Alors les elfes sont bien organisés, ils ont des armées d'élite, des soldats d'élite, hein, les membres de la garde de flèche. Alors je rappelle les elfes comment c'est, il y a plusieurs castes, il y a la caste des tournevis qui sont les magiciens, il y a la garde de flèche et il y a les prêtres. Alors et l'armée, pardon, l'armée générale. Eh bien la garde de flèche c'est l'élite de l'armée. C'est un peu comme, je veux dire, les Marines. À tout hasard aux États-Unis, c'est un peu ça. C'est l'élite. Et bien pas de chance pour Eris, le capitaine de la garde de flèche, c'est Akion. Et Akion, c'est un pote d'Ogunai. Du coup, eh bien quand Eris il demande, excuse-moi, tu veux bien aller buter ton pote, eh bien il dit non. Il refuse catégoriquement, il trouve ça outrageant et il envoie Eris se faire foutre. Du coup, Eris, il ne se laisse pas faire pour autant, et il trouve une oreille assez attentive chez les plus jeunes et les ambitieux de la force militaire elfe. Ils disent, vous savez, vous êtes jeunes, moi je suis premier conseiller, tu me grattes le dos, je te gratte le dos, on se comprend. Hein. Et du coup, il va trouver un petit groupe de jeunes, de jeunes ou d'ambitieux qui acceptent sa mission, et il décide de partir pour le manoir d'Ogunai sur son domaine. Alors, ils arrivent, ils s'introduisent sur le domaine pendant la nuit. Ogunai, il vivait chez lui depuis des mois maintenant, il était tranquille, il ne posait pas la question. Et les assassins s'introduisent dans son manoir et tentent de l'assassiner. Le problème, c'est qu'ils avaient sous-estimé un truc, c'est que c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Et Ogunai, c'est un maître du combat, c'est un maître d'armes, il n'est pas devenu général comme ça. Et il les déboîte. Il arrive à survivre, il tue ses assaillants. Et le problème, c'est qu'il se rend compte que les assaillants sont des membres des Plumes Noires. Alors les Plumes Noires, ce sont... comment dire, c'est l'élite de la garde de flèche. C'est l'élite de l'élite, quoi. Et il prend ça assez mal. Il se dit, tiens, c'est marrant, parce que c'est quand même Akion, mon ami, qui est responsable de la garde de flèche. Or bon, évidemment, ils vont rester bons copains. Un peu tard, un peu comme la police, ils arrivent après l'action. Le lendemain matin, il y a un message qui arrive, un pigeon qui est envoyé, un pigeon messager qui est envoyé par Akion, qui informe Ogunai qu'Iris souhaite le voir mort. Ogunai, il est là, ben oui, j'ai remarqué, merci. Mais voilà, du coup, qu'est-ce qu'on fait là maintenant, Eris se rend bien compte qu'il faut se débarrasser du général et Ogunai n'est pas dupe, il se rend bien compte également qu'il n'a plus sa place parmi les elfes et plutôt que de mettre ces gens en danger, il décide de partir. Il dit écoutez, restez sur mon domaine, je vous offre mes terres, moi je pars, je refuse de mettre votre vie en danger et il décide de partir. Seulement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les gens charismatiques, on a envie de les suivre, et Ogunai a toujours été bon pour ces gens, et ils décident tous de partir avec lui. Donc là, vous avez 200 personnes encore, plus de 200 personnes qui partent, 200 personnes, qui partent avec lui, qui décident de partir vers le nord,
Alors, Ogunai est extrêmement touché. C'est un homme honorable, qui a vraiment un sens de la famille. Et pour lui, tout d'un coup, sa famille, c'est 200 personnes, en fait. Hein. Ça devient énorme, il fera tout pour ces gens-là. Et donc, il les emmène vers le nord. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils longent la crête au dragon vers le nord pour arriver jusqu'aux frondaisons de... Enfin, pas frondaisons, jusqu'aux clairières, non. Bref, pour arriver jusqu'aux forêts d'Invalen, et à ce moment-là, ils bifurquent vers l'est, puisque à ce moment-là, les forêts d'Invalen sont plutôt vierges, on ne s'y introduit pas, c'est la demeure des griffons, on respecte. Les elfes ne s'introduisent pas là où, où on ne les attend pas. Et du coup, ils décident de partir vers l'est et ils arrivent au pied des monts du Baras. Alors le Baras, c'est la montagne qui est en haut à droite. Et ils s'installent ici au pied des monts du Baras. Le Baras, c'est les montagnes tout au nord de la crête du dragon. Et ils s'y installent. Alors, le terrain est un peu compliqué parce que, vous imaginez, c'est les pieds des montagnes, ça devient rocailleux, ça devient un peu pentu. Mais ils arrivent quand même à trouver une combe, une petite vallée, un truc sympa, et ils s'établissent là. Ils rebâtissent leur communauté. Et ici, ils s'y sentent planqués. C'est-à-dire que c'est vraiment... Alors là, Oguna, il est pas fou, il met des petits gardes à gauche, à droite, on vérifie l'entrée de la vallée, des trucs comme ça. Et ils s'installent là, et ils vont rester plusieurs décennies, pépouses, dans cette vallée, sans problème, personne ne va venir les embêter. Ogunai va pouvoir créer une société qui va diriger selon ses valeurs, et donc ils vont prendre comme base l'honneur et la justice, évidemment. Et la vie était extrêmement paisible, on ne venait pas les embêter. Et Eris, au final, se dit qu'il a gagné. Eris, bon, bah voilà, le général est parti. Mais on verra par la suite que c'était moins simple que ça. Mais, enfin, pas mais. Et à ce moment-là, bien, après plusieurs années passées dans les montagnes, il y a quelqu'un qui se pointe à la porte que Ogunai n'avait pas vu venir, que les elfes n'avaient pas vu venir, ce sont les golems. Alors les golems, ce sont des êtres immenses, ils font une dizaine de mètres de haut pour les plus anciens. Hein, ça peut être vraiment des créatures immenses, ils sont plus petits, hein, mais bon, un petit golem c'est déjà 4-5 mètres de haut, hein, donc voilà. Pardon. Et ils arrivent. Et alors attention, ils arrivent, mais ça fait déjà des mois, des années peut-être qu'ils observent les elfes et qui se tâtent. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et vu que que les golems prônent principalement la paix et la sagesse, et que Ogunai est un ancien, assez sage, et que il a créé une société très paisible, ben, il y a des petits atomes crochus qui se créent. Et eh bien, les golems vont commencer de plus en plus à fréquenter les elfes. Alors pour les golems, c'est une première, c'est des êtres très solitaires, enfin ils vivent entre eux, mais même entre eux ils sont solitaires, c'est-à-dire qu'en général ils vivent pas en pack, ils vivent pas en famille, etc. Donc pour les golems c'est une première. On n'en est pas encore au moment où tout ceci se passe bien avant l'exil des humains qu'on a parlé dans d'autres chroniques auparavant. Donc le lien avec les golems, c'est nouveau. Pour eux, ils adorent. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien. Ils découvrent un nouveau peuple. Et le lien avec les elfes d'Ogunai va tellement se resserrer qu'ils vont aller jusqu'à leur apprendre le don de la terre. Donc le don d'Unur, c'est-à-dire de manipuler la terre. Et en plus de ça, parce que là, on parle en décennies, hein, c'est 20, 30, 40 ans qui se passent, les golems vont faire visiter leur pays, entre guillemets, aux elfes et vont leur faire découvrir les cavernes, les vallées, tout ce qui se trame, tout ce qui se cache au-dessus et en dessous des monts du Baras. Et donc les elfes vont vraiment découvrir des cavernes incroyables, des pics immenses qu'ils arrivent à gravir. Et ils vont même y installer ensemble leur nouvelle capitale. Et afin de se dissocier pleinement des elfes, eh bien, ils vont faire comme les Chadras, ils vont adopter un nom qui se rapproche du nom de leur leader et vont devenir des Ogun, c'est-à-dire les elfes des montagnes. Donc à l'origine, les elfes des montagnes c'était des Ogun, les elfes de la mer, c'était des Chadras, et on verra des elfes des forêts un jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à ce moment-là, il y a des Ogun qui disent, écoutez, général, ce qu'on a fait ici avec les golems, c'est incroyable.
il faut qu'on en parle à nos amis en Salah. Alors, le général n'est pas très chaud, puisque lui, il avait coupé les ponts avec Salah, et il a un peu peur que, pour montrer qu'il a survécu, ça va attirer des problèmes. Néanmoins, ok. Donc il envoie des délégués, il y en a une petite dizaine qui partent pendant plusieurs semaines, et puis ils reviennent. Il n'y en a pas beaucoup qui reviennent avec eux. Le don de la terre, ça excite pas énormément de monde, mais il y a quand même une petite centaine, allez, moins d'une centaine, mais quand même, qui reviennent avec eux. Et ils apportent la nouvelle que Achion a disparu. Ce qui va un peu chambouler Ogunai. Il va se dire, ah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais on en parlera une autre. Et donc, les Ogun vont vivre au Bharat. Alors, je vous montre la montagne. Voilà, là, vous voyez le Bharat, c'est en bas à droite. Alors, la carte HD, elle rend encore mieux que ça. Ils habitent au Bharat. Et au nord du Bharat, quand on longe les lisières d'Invalen, il y a le lac Arc-en-Ciel. C'est un immense lac. Et à cet endroit-là, ils vont rencontrer une race un peu bizarre d'hommes-poissons, les Shadras. Il faut se dire qu'à ce moment-là, les Ogun ne savent pas du tout ce qui s'est passé pour Shadran. Ogunai ne sait pas que Shadran est revenu. Ogunai ne sait pas qu'il y a des Shadras qui ont changé, qui sont devenus des hommes-poissons. Et bon, ils vont quand même discuter, ils vont se rendre compte, ils vont trouver que c'était des elfes autrefois, qu'ils ont changé, ils vont trouver ça incroyable. Ils vont trouver ça fabuleux. Et les Ogun vont dire, dans le fond, on vit sous la montagne maintenant, les Shadras se sont adaptés à vivre sous la mer, pourquoi est-ce que nous, on ne s'adapterait pas également? Et ils vont faire pareil, ils vont utiliser la magie de la vie pour se rapprocher de leurs frères d'adoption, les golems, et s'adapter à leur montagne, et ils vont devenir un peu de pierre, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en êtres mi-chair, mi-pierre, c'est un truc... c'est un peu... J'ai toujours du mal à expliquer ça, c'est de la pierre souple. C'est-à-dire qu'un Ogun, c'est de la pierre, donc les cheveux sont figés, c'est de la pierre. Mais ils mangent encore, ils boivent encore, ils font encore des tas de choses. Et au fil de ce changement, Ogunai va se montrer de moins en moins, jusqu'à ne plus se montrer du tout. Et on parlera dans une vidéo dédiée de comment les Ogun sont devenus des Ogun de pierre, et pourquoi Ogunai a disparu, on en parlera dans une autre vidéo. Enfin... Maintenant que le peuple Ogun est installé et a changé, s'est adapté, c'est devenu un peuple changeant, un des 3 peuples changeants, il se passe quelque chose, c'est l'ère des 3 duchés. Alors on en a parlé dans des précédentes vidéos, les humains arrivent. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Donc les humains arrivent du sud, et s'installent petit à petit dans ce qu'on appelle la Grande Plaine, qui est donc cette plaine au nord des forêts d'Invalen. Et ils rencontrent la race des Ogun, mais les Ogun restent en retrait. C'est-à-dire qu'ils voient, par exemple, le peuple de Rada passer par le col, par la passe en bas de Bharat, mais ils les laissent tranquilles, ils restent assez distants, et c'est vrai que même plus tard, les échanges entre les humains des 3 duchés et les Ogun restent très faibles. Les Ogun sont principalement intéressés par les Akili d'Invalen, et par les Shadras. Évidemment, comme ils viennent sur les rives du lac Arc-en-Ciel, parfois ils croiseront des Lénoriens et des nains, principalement, puisque fatalement les nains vivent sous la montagne, etc. Donc ce sont leurs copains. Mais principalement, c'est les nains et les Akili. Au moment où les Lods arrivent dans la région de Lod et qui boutent les Shadras, qui font la guerre aux Shadras pour conquérir la terre, les Ogun vont tenter de les aider, mais c'est assez loin. La logistique à ce moment-là, c'est pas ça. Néanmoins, les Ogun vont aider les Shadras à bâtir le mur d'écailles afin de préserver une partie de la péninsule. Ça ressemble un peu à une péninsule du Lod, de la région de Lod, qui deviendra le Vilion occidental. Faut dire que les Ogun, ce sont des maîtres du don de la terre, qu'ils ont hérité des golems. Du coup, le mur, ils font wapata et hop là, ça passe crème. Et puis, une fois le mur d'écailles bâti, les Lods n'ont aucun intérêt à faire la guerre avec les Ogun, donc ils restent dans leur coin, et voilà, il y a un peu un status quo qui s'installe dans la Grande Plaine au moment de l'ère des 3 duchés. Et puis arrive l'exode d'Arius. Alors, l'exode d'Arius, c'est l'arrivée des humains qui fonderont le royaume de Giné. Donc ils arrivent du sud, ils traversent les forêts d'Invalen,
Parce que les Achilles les laissent faire. Les Achilles laissent les gens d'Arius passer. Donc les Oguns se disent, bah, c'est des copains à nos copains, donc c'est nos copains. Donc on n'y touche pas. Hein. Il y a très peu de conflits. Cependant, il va y en avoir. Il va y en avoir puisque les Arius, ça va être toute la partie de la grande conquête, évidemment. Les combats vont être assez rares, mais extrêmement intenses. C'est-à-dire, bon, on parlera de la grande conquête dans une vidéo dédiée, mais les humains vont conquérir lentement la Lénorie, la Rhénanie, le Rada, le Lod, et éventuellement des parties d'Invalen qui vont être rasées, et y arriver jusqu'au Barat où ils vont construire la ville, ils vont construire la grande muraille qui permet de retenir les forces Ogun, et pas loin, il va y avoir également la ville de Balmora, mais on en parlera dans une autre vidéo, bien entendu. Et au final, cette grande conquête prendra fin avec le couronnement du roi Audry, qui devra parler à certaines personnes, et c'est à ce moment-là que la paix entre les humains d'Arius, enfin, ouais, les Ginéens et les Ogun, est enfin signée, entre guillemets, ratifiée. Enfin, là on est plusieurs millénaires, on est un millénaire plus tard, plus d'un millénaire plus tard d'ailleurs, Ogunai n'a plus jamais été vu. Pourtant, il y a encore des Ogun très anciens qui savent où il est. Et ça, on en parlera dans une vidéo dédiée. Voilà, c'était l'histoire des Ogun. Alors, je vous cache pas que c'est une de mes races. C'est une des races que j'ai inventées que j'adore. Bon, je les aime bien toutes les trois, mais les Ogun, ils sont vraiment spéciaux parce que leur... on en parlera. Je vous tease à mort, je suis désolé, mais on en parlera plus tard. Mais ils ont une méthode de reproduction que je trouve cool. Ils ont une mentalité que je trouve vraiment bien, vraiment sympa. Bon, je m'auto-congratule pas. Hein. Je sais que c'est moi qui ai inventé tout ce bazar, mais c'est vraiment un peuple que j'ai bien aimé créer. Et leur passé, je le trouve vraiment intéressant. Et leur montagne, etc. Barat, le lien avec les golems, je trouve ça sympathique. Mais donc voilà comment les Ogun sont nés, sont apparus depuis l'exil d'Ogunai. Nous parlerons la prochaine fois, normalement, je ne sais pas quand, des Achilles, les hommes-oiseaux d'Invalen. Et on en parlera donc la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me permets de faire une petite aparté. En ce moment, il y a la campagne de financement pour mon premier roman, Le Cycle Miroir, Apprenti. Alors oui, maintenant vous voyez mon vrai nom. J'espère que ça ne vous choquera pas. Mais donc je l'auto-publie via une campagne Ulule. Je mettrai les liens en description évidemment parce qu'on fait ça bien ici, on est des professionnels. Vous n'êtes pas, si vous pensez que ça peut vous intéresser, j'ai besoin d'aide parce que je vais l'imprimer moi-même, je vais faire enfin pas moi-même, je vais demander à un imprimeur de le faire professionnel, n'est-ce pas? Mais je vais gérer toute l'impression, je vais gérer les commandes, je vais tout faire et donc j'ai besoin d'un peu d'aide. Néanmoins, si vous pensez que ça peut vous intéresser ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, allez-y. Maintenant, si vous voyez cette vidéo en 2026, la campagne est terminée, j'espère, et j'espère que j'ai même fini d'écrire les 6 romans qui composent le cycle miroir. Nous verrons si cette vidéo est un bon pronostic ou pas. En attendant, je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas à liker, partager si ça vous intéresse ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Je suis sur Facebook, la page Adribert. Je poste énormément de choses sur ce que j'écris, sur les choses, comment ça avance. On a également un petit Discord, mais il est assez calme, on va dire. On n'est pas beaucoup dessus. Et sinon, évidemment, la chaîne YouTube. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que vous y êtes. Et je suis sur Twitch. J'essaie d'être sur Twitch assez. Je vais essayer d'être sur Twitch aussi souvent que possible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les Ogun. J'espère que ça vous a plu et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Salut!